Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SRL TV. Il est des vies que l'on regrette et d'autres que l'on aurait aimé vivre. Giuseppe, lui, ne regrette rien de sa vie mouvementée, de ses rencontres, de ses aventures qui l'ont fait grandir. Il en a même écrit un livre. Claude-Alain Planchon, bonjour. Bonjour. Vous étiez cancérologue, vous avez toujours voulu être médecin, mais vos premiers poèmes, vous les écrivez à l'âge de 8 ans. Oui, j'ai toujours vécu avec la littérature. On dit même que vous écrivez comme vous respirez. Ah oui, c'est un besoin essentiel. Alors là, aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est votre 13e ouvrage, 13e livre. Vous racontez, sous votre plume, vous racontez l'histoire, la vie épique de Giuseppe Moro. Et cette histoire, en fait, vous l'écrivez parce que vous vous êtes rencontrés de façon assez fortuite avec Giuseppe. Oui, j'ai rencontré Giuseppe à la mairie de Saint-Raphaël lors d'une exposition. Et puis j'avais lu un article le concernant dans Var Matin, c'était Philippe Michon qui l'avait écrit. Et j'avais trouvé que c'était pas banal, parce que Giuseppe, quand on le voit physiquement, c'est un personnage rond, bienveillant. Et on n'imagine pas le parcours de vie quasi initiatique qu'il a eu. Donc c'est le personnage qui m'a intéressé et je me suis dit qu'il fallait faire savoir à un public en fait que derrière son aspect jovial il y avait énormément de profondeur. C'est ça qui m'a intéressé en dehors de tout aspect mercantile, parce qu'à l'origine je ne suis pas biographe, moi je suis romancier. Alors Giuseppe Moro, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine calabraise. Oui. Et après de nombreuses aventures qu'on découvre donc dans ce livre, vous vivez aujourd'hui à Saint-Raphaël. Oui, tout à fait, oui. Vous êtes responsable de la mairie d'honneur, la villa Les Asphodèles à Val-Escure. Est-ce que c'est facile de raconter sa vie? Alors, ça a été un long parcours, parce que, vous comprendrez bien, il y a des anecdotes qui sont faciles à dire aujourd'hui, mais il a fallu un grand travail intérieur pour pouvoir s'exprimer véritablement comme je me suis exprimé. Ce travail, il a été fait essentiellement par la foi. La vie, il n'aurait pas eu de sens véritablement de la raconter sans donner la part la plus importante à la foi qui m'habite. C'est cela qui m'a donné cette force de pouvoir expliquer ma vie un petit peu et que ça puisse servir d'une manière générale, au moins l'histoire d'une vie qui puisse apporter à quelqu'un d'autre peut-être cette positivité de la vie en elle-même. En regardant les difficultés de cette biographie, nous verrons tout de suite, par la suite, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la nature humaine, c'est-à-dire cet accrochage, on s'accroche, on veut avancer, on veut continuer, on veut faire quelque chose de beau de nous-mêmes. Et c'est pour cela d'ailleurs je suis un fervent défenseur de la loi en elle-même, condamner une personne une seule fois et pas plusieurs fois. Voilà, pour le même motif. Alors apparemment, raconter votre vie, ça vous semble assez facile, parce que là, vous êtes déjà parti dans une belle tirade, mais est-ce qu'il est facile de confier la narration à quelqu'un? Parce que vous racontez votre vie là, verbalement, mais la raconter à quelqu'un pour qu'il la pose sur du papier. C'est une très belle question, parce que justement, ce n'est pas aussi facile que ça. Il a fallu que je rencontre Claude-Alain Planchon par cette occasion d'exposition, et il m'a approché, parce que pour raconter ma vie, faire une biographie, j'avais eu plusieurs propositions par des personnes différentes. Et quand Claude-Alain Planchon m'a approché en ayant lu l'article sur Var Matin me concernant, la chose que je lui ai dit, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé d'écrire, de faire ma biographie. Et donc je n'étais pas très chaud sur le moment même, mais chez Planchon, il y avait quelque chose de particulier qui l'animait, quelque chose qu'on peut percevoir, pas avec les yeux, avec l'esprit. Voilà. Vous confirmez, Claude-Alain? Oui, tout à fait. C'était, mais au départ, c'était difficile parce que, une fois encore, je ne suis pas biographe. Il a fallu que je rentre dans le personnage. Et moi, mon idée de départ, c'était un roman. Et il a fallu que je devienne une sorte d'historien, c'est-à-dire que je prenne du recul, que je m'oublie moi pour me pénétrer de la personnalité de Giuseppe. Et c'était une grande responsabilité, en fait,
de se débarrasser de ce que Giuseppe appelait en rigolant des fiorituri. Il a fallu que je me débarrasse des fiorituri pour accéder à la vérité du personnage. Je dis arrête-moi les fioritures, tout ce rassemblement de lumières, de fleurs, de trucs, parle naturel. Je dis, Pas de romance. pas de romance, La vie vérité, telle qu'elle la s'est vie passée, dans la vérité. Voilà. Alors Turi. Tout. Alors Turi en français, puisqu'on le prononce en français, évidemment il y a une faute d'orthographe, mais ça pourrait prêter à confusion. On pourrait imaginer autre chose. Mais Turi, ça veut dire Salvatore, sauveur. Sauveur. Oui. Le nom véritable, c'est Sauveur. Salvatore, en italien. En Mais patois c'est- calabrais. En patois calabrais, le diminutif du patois calabrais de Salvatore, c'est Turi. C'était le nom de mon grand-père, c'était le nom de mon oncle, c'est le nom de mon frère, et c'est aussi un nom d'emprunt que j'ai pris dans un moment de ma vie, dans un combat en Argentine. Voilà. Alors on va pas dévoiler toutes Non. les histoires, Non, il y a 10 chapitres je crois. Chaque chapitre raconte une aventure dans la grande aventure. moment de la vie. De la Calabre à la guérilla argentine, de l'Amérique avec les bas-fonds de New York, etc., à la côte d'Azur, en passant par le chemin de Compostelle, de Saint-Jacques. C'est vraiment un parcours de vie quasi initiatique. Ah oui, alors j'aime beaucoup ce mot initiatique parce que justement, on est initié seulement que par l'esprit. Voilà. Oui, c'est quasi initiatique, mais non pas. Ça n'a pas été une vie construite avec une méthodologie ou avec une éducation, vous voyez. Mais c'est surtout cette impulsion qui nous prend par l'intérieur que nous ne dominons pas. Voilà. Si on peut parler d'initiation, c'est la vraie initiation. Parce qu'il y a des autres initiations que nous connaissons. Et c'est des initiations qui ont été faites par des hommes, ou par des prétendus initiateurs. Bon. Mais ce qu'on parle là dans le livre, c'est la vraie initiation de la vie. C'est-à-dire ce que vous êtes véritablement. En fait, vous devenez ce que vous êtes. Voilà. C'est ça l'initiation. Donc vous dites que votre vie, vous ne l'avez pas écrite à l'avance, vous ne l'avez pas calculée. On a vraiment le sentiment qu'au départ de chaque nouvelle aventure, il y a une rencontre féminine. Toujours. C'est extraordinaire. Il m'a toujours inondé. Les femmes, ils m'ont toujours inondé dans toute leur splendeur, dans leur délicatesse. Parce qu'ils ont toujours compris en moi cette sensibilité, cette souffrance à quelque part. La femme, il est plus apte à comprendre la souffrance, voilà, qui m'inondait. En fait, mon cœur, il était toujours saignant et les femmes, ils retrouvaient cela très facilement. Chose qu'un homme ne voit pas parce que j'ai une envergure différente, parce que la réaction elle est différente, elle est plus rude. Qu'une femme, la femme il a une particularité d'ailleurs. C'est ta perception de la souffrance. Voilà, c'est cela. On a ça en commun avec Giuseppe, c'est que les personnalités féminines importantes ont été les pierres angulaires de différents passages de notre vie. Et quand Giuseppe m'a raconté ça, je me suis reconnu là-dedans. Moi, les femmes m'ont toujours tiré des embarras elles m'ont fait progresser, elles m'ont fait grandir. Alors justement, ces rencontres féminines sont à l'origine d'aventures positives. On a l'impression vraiment que la tentation du mal, en fait, elle provient uniquement des rencontres masculines que vous avez. On a une scène qui est digne d'un Scorsese. Moi, je vois la scène, enfin, je vois le film Les Affranchis de Scorsese. Quand vous êtes dans ce restaurant italien à New York, vous dites qu'il y avait une odeur de mort dans ce restaurant. Chez lui, chez l'individu qui m'avait reçu, il sentait la mort. On sentait, parce qu'il n'y avait pas d'expression dans les yeux. Les yeux, ils étaient sans aucune expression, froids, vides. Donc il n'y avait pas quelque chose d'humain. Voilà. Ce manque d'humanité chez quelqu'un, vous le percevez direct, dans son regard.
Son âme, il était noircie. Vous dites que vous auriez pu mourir 100 fois. Là, je pense à l'aventure argentine. Vous avez participé à la guérilla du temps de Evita Perón, enfin Après Evita Après. Perón. juste après. La dictature. Voilà, juste après Perón. La mais- prise de pouvoir des militaires. Voilà. Et vous dites que vous auriez pu mourir 100 fois. Oui. C'est quand même Tous les incroyable. jours. Vous avez risqué votre vie à l'autre bout du monde. Tous les jours, je pouvais mourir. Tous les jours. Mais quand même par amour pour une femme. Plusieurs femmes même dans cette histoire. Oui, plusieurs Il y a femmes. une Marie, il y a une l'Argentine qui vous récupère. Cataline, l'Argentine. Voilà, Il était un patriote. Il faisait partie d'un groupe de patriotes qui luttaient pour la liberté de l'Argentine, pour se débarrasser des généraux. Donc, si vous voulez, il m'a entraîné. D'abord, je me suis laissé entraîner parce qu'il ne m'entraîne pas comme ça, avec ma pleine volonté, bien évidemment, mon libre arbitre. C'est cela que je voulais, parce que mon père, il avait été torturé par les fascistes, et quand il m'a raconté, j'en gardais un dur souvenir de cela. Mon frère, il s'est toujours battu contre le totalitarisme. Donc, et moi, dans la filière des hommes, je me suis toujours battu contre le totalitarisme, de toute forme, quelle qu'elle soit. Voilà. Or, quand je me suis retrouvé en Argentine avec Cataline, qui était membre d'un groupe des patriotes, on pourrait dire ça dans le vrai sens. Je participais volontiers à la bataille. Voilà. Mais il faut dire que j'avais 23 ans en 77. Et donc, animé d'un esprit profond, de liberté, et animé d'un esprit profond, je n'ai jamais aimé les injustices. Voilà. Je suis contre l'injustice. Et en plus, j'avais un passé un peu criminel, c'est-à-dire quelques braquages, un peu de pute, un peu de armement, quelques mitraillettes. J'avais un peu de tout. J'étais opérationnel dans ce sens-là. Et donc, je me suis retrouvé dans un combat lequel il m'animait, et en plus en ayant la connaissance, la connaissance des armes, un petit peu, de la vie, que c'était une vie de la rue, que je dormais dehors. Mon papa, en vivant dans des situations un peu difficiles, il avait une arme sur lui ce jour-là. Et donc, il y a eu une altercation entre lui et un autre monsieur. Et moi, je devais avoir une dizaine d'années. Et vous savez, les hommes chez nous, on est un peu impulsifs et un peu sanguins. Voilà, sanguins. Et donc, ce monsieur-là, il y a eu une altercation avec mon père. Et mon père, dans un moment d'un acte de violence, si on veut, il a sorti le pistolet pour le tuer. Alors, le type, il s'échappe, il essaie de s'échapper. Mais mon père, il allait pour y courir derrière pour l'abattre. Et donc, j'ai sauté à la ceinture, je l'ai pris pour l'arrêter. Et tellement c'était sa furie à ce moment-là, qu'il m'a traîné pendant quelques dizaines de mètres, avec les genoux par terre, il m'a tout explosé les genoux. Mais je ne le lâchais pas, parce que je savais, si je le lâchais, il l'abattait. Si je le lâchais, il le tuait. Donc, j'ai sauvé la vie. Parce qu'après, une fois que le calme il revient, ça change la donne. Mais sur le moment même, il l'aurait tué. Je ne voulais pas me racheter de quoi qu'il en soit. Parce que je considère chaque fois qu'on accomplit quelque chose, c'est quelque chose par laquelle, à ce moment-là, nous sommes faits pour faire ça. Vous voyez? C'est pour ça, comme je vous ai expliqué en amont, c'est que je suis contre toute forme de jugement. Parce qu'on traverse des périodes de la vie de fragilité, de souffrance, par lesquelles ces périodes-là, ils nous font fonctionner d'une manière qu'en regardant après avec le rétro, on se dirait, oui, mais c'était moi, comment ça s'est fait? Parce que les paramètres, les conditions de la vie, ils étaient réunis pour agir de telle sorte, vous voyez? Donc, ce n'est pas un rachat, le retour à la foi, je dirais bien, parce que j'ai toujours été pour le Christ, donc j'ai toujours été baigné dans le Christ. Et donc, le retour à la foi, si vous voulez, c'était, comment dire, j'avais fermé une petite porte en laissant une partie ouverte. Parce que, vous savez, quand vous êtes souffrant, au décès de ma mère, j'avais 17 ans, j'étais vraiment très souffrant, comme je le suis encore aujourd'hui, comme je le suis par la perpétuité des temps. Je garderai cela toujours avec moi, jusqu'à la mort. Mais, à ce moment-là, la jeunesse 7 ans, tout ça, j'avais besoin d'action à quelque part peut-être pour me suicider, peut-être. J'en sais rien. Hein. Mais en analysant aujourd'hui d'une manière avec du recul, je pense que c'était une forme de suicide de ma part. Voilà.
Donc, si vous voulez, le retour à la foi, c'est pas pour comme un repenti. Je ne me suis pas repenti, non. Je ne cherchais pas à me faire pardonner, non. C'était quelque chose de naturel qui fait partie de moi-même. C'est-à-dire, allez, je vous fais un exemple biblique, le retour de l'enfant prodigue. Je suis retourné à la maison du Père. Voilà. Moi, j'ai une vie très, très mouvementée dans des catégories différentes, mais j'ai subi beaucoup de choses aussi. J'ai été souvent dans la même souffrance que Giuseppe dans des circonstances différentes. Mais c'est vrai que par l'écriture, ça m'a passé de psychanalyste, en fait. L'écriture est une psychanalyse. D'ailleurs, le lecteur, dans mes romans, même dans cette biographie où je m'identifie aussi à Giuseppe, quelque part, on peut lire entre les lignes, et pour lui comme pour moi, d'ailleurs. C'est un livre de partage. Voilà. Je considère toujours que quand nous faisons quoi qu'il en soit dans la vie, s'il n'est pas partagé, il n'y a pas de sens. Voilà. Le fil conducteur d'une vie humaine, c'est dans le partage, quelle que soit sa forme. La forme intellectuelle, la forme physique, quelle que soit la forme, l'essentiel, l'essence même de la nature humaine, il est dans le partage, dans l'attention à l'autre. Et j'ai voulu faire ma biographie parce qu'il fallait que, même si touche une seule personne de ceux qui vont lire le livre, dans le sens d'avoir de l'espoir, vous voyez, c'est-à-dire que quand on lit le livre, on comprend bien que souvent je me suis retrouvé dans le caniveau. Donc, si vous voulez, cet espoir de la vie, savoir qu'au-dessous de nous-mêmes, il y a autre chose d'existant et que ce autre chose, c'est celui-là qui nous tire. Notre propre conscience, à un moment donné, s'identifie à cela. Oui, notre partie raisonnable s'identifie, notre conscience s'identifie à l'existence d'une force autre dans la nature humaine. Un personnage de roman, oui, parce qu'en fait, quand on regarde bien le livre, quand on le lit, on comprend entre les lignes, justement, les difficultés de la vie, les difficultés que les gens y subissent toute leur vie, en pensant que c'est par un hasard quelconque, tout ça, mais dans le fond, c'est leur cheminement, voilà. C'est cela que se représente le livre. C'est ce côté des personnages de roman, c'est un personnage plutôt d'ouverture des romans de vie, vous voyez. Peut-être même, pardon, que le message aussi, c'est que derrière l'apparence, derrière le paraître, Oui. il y a l'être. Il y a l'être, oui. Et moi, j'ai perçu ça tout de suite chez Giuseppe. C'est-à-dire, derrière sa rondeur, sa jovialité, j'ai compris que justement, il y avait le personnage de roman. Et dans le sens où la vie est un roman. Alors, la chose que je peux rajouter, c'est quelque chose vraiment de très simple, vraiment de très très simple. Tout seul, nous ne sommes rien. Nous, tout seuls, nous ne représentons rien. C'est grâce aux autres que nous sommes. Voilà ce que nous sommes. Or, grâce à Claude Alain, que ma vie, il a cette biographie, grâce à son écriture, avec cette dextérité qu'il a dans la langue, avec sa notion de la littérature, cela, si vous voulez, il met en exergue une vie qui peut-être serait ordinaire, alors qu'il a démontré qu'elle n'est pas ordinaire. Je suis un amateur de Carl Gustav Jung. Ça m'a toujours passionné la psychanalyse. D'ailleurs, la compréhension de la nature humaine, ça m'a toujours passionné. Et donc Jung, ça fait partie pour moi des lectures, non pas pour faire l'élite des lecteurs, mais parce que je suis passionné par la nature humaine. Et Jung, il m'amène à cette nature humaine. Et dans cette dernière interview que je suis tombé par hasard, alors c'est extraordinaire quand le journaliste lui pose la question, est-ce que vous croyez toujours? Et Jung, il répond, non, je ne crois pas, je sais. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux vous dire qu'après cette vie, dans cette vie d'aventure qu'on peut dire, dans cette vie de souffrance, moi je dirais plutôt d'aventure, une vie de souffrance, voilà. Et parmi ces souffrances, il y a la compréhension qui apaise les souffrances, vous voyez. Je ne parlerai pas d'aventure, moi je ne parlerai pas du livre Une vie d'aventure, une vie de romance, non. Je dirais plutôt une vie de souffrance, que ces souffrances, ils ont été apaisées par la vraie compréhension de la vie. Vous relevez un mot de Paulo Coelho, qui est un célèbre auteur brésilien, Oui. qui dit « Le bon combat est celui qui est engagé au nom de nos rêves ». Tout à fait.
Donc, le combat, c'est un véhicule. Voilà. Mais il n'est pas la même chose que la souffrance. La souffrance, ça nous inonde à nous, directement dans notre cœur. Par contre, on est obligé de mener des combats, qu'ils soient physiques ou intellectuels ou autres, ou contre la maladie. Nous sommes obligés d'engager des combats dans la vie pour que cette souffrance s'atténue un petit peu. Et par ce combat que nous menons, nous arrivons à la vraie compréhension. C'est cela la clé, si vous voulez, un petit peu, de l'écriture de ma biographie. C'est cela la clé. C'est-à-dire arriver à un moment donné de la vie de combat contre toute chose, que tout le monde, une mère de famille, combat tout le temps pour donner à manger à ses enfants, un père de famille combat tout le temps pour ne pas perdre son travail. Les combats ils sont variés, ce n'est pas obligatoirement un combat armé. Moi, je menais certains combats que la vie m'avait prédestiné comme ça, mais un combat, c'est un combat. Il ne faut pas minimiser la forme de combat. Vous voyez ce que je veux dire? Ce livre-là, il est fait pour cela. Ne pas minimiser la forme du combat. Une mère de famille qui voit son petit souffrant, ça c'est un grand combat de la vie. Un père de famille ou un ami qui voit un ami souffrant, ça c'est un combat. Et le combat, il est nécessaire parce que c'est le véhicule qui nous amène à la vraie compréhension de l'humain, le combat. La souffrance, c'est un facteur, c'est un fait personnel. Je souffre, c'est individuel. Par contre, par le combat que j'engage, ce combat-là, il m'amène à la vraie compréhension de l'humain. Voilà. C'est que c'est à la base de toute chose. Hein. On revient à ce que je disais tout à l'heure, à ce processus de pacification intérieure. Oui. Oui, pacification par la compréhension. Par la compréhension, par la transmission. Et ce qu'on partage dans ce livre comme dans la vie avec Giuseppe, c'est notre forte conviction de l'humanisme. C'est-à-dire on a une espèce de propension à aller naturellement vers l'autre. Et puis, on est attentif. Voilà, et je crois que dans ce livre aussi, il y a quelque chose qui ressort. C'est une autre chose que nous partageons, c'est que nous avons gardé, Giuseppe et moi, notre faculté d'émerveillement. Ah oui. Tout nous intéresse, les autres nous intéressent, la nature nous intéresse, la musique. Giuseppe, il lit beaucoup, je lis beaucoup. Tout nous intéresse. Tout nous intéresse, oui. Claude-Alain Planchon, merci. Giuseppe Moro, merci de nous avoir reçus un peu chez vous. Merci à vous. On est chez nous. En fait, on est chez nous. D'ailleurs, vous organisez prochainement une journée, une après-midi de dédicace. Oui. Je crois savoir, oui. Au mois de mai. Au mois de mai, le 26 mai, on va présenter le livre à la mairie d'honneur de Saint-Raphaël à 16h. Et puis, toujours le mois de mai, le 29 mai, on aura une journée dédicace à partir de 9h jusqu'à midi au centre Leclerc de Saint-Raphaël. Voilà. Et le livre, il se trouve aussi à la vente à la librairie parisienne de Saint-Raphaël, et au centre Leclerc de Saint-Raphaël, et probablement aussi à Charlemagne à Fréjus. Parfait. Bien, écoutez, bon vent, donc Turi, Salvatore, Sauveur. Le nom, il est joli. L'histoire. Le nom, il est joli. Allez, je le dis, rocambolesque, mais véritable, vrai, de Giuseppe Moro. L'histoire de la souffrance, c'est qu'il est transformé comme un vinaigre, on transforme en miel, vous voyez? C'est-à-dire, j'ai transformé, pas moi-même individuellement, mais mon esprit plutôt, il a transformé les souffrances que j'ai eues dans la vie, ils ont été transformés à autre chose. Responsable de la mairie d'honneur Les Asphodèles, Giuseppe aspire maintenant à une vie plus tranquille. Ce livre, qui se lit comme un roman, écrit par la plume inspirée de Claude-Alain Planchon, est une véritable invitation au voyage et à l'aventure. Merci à Virginie Bastos qui était aujourd'hui derrière la caméra, derrière toutes les machines, parce qu'on avait plusieurs caméras, et oui. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur STRL TV.